La grande messe de l'actualité, c'est sur MTV+. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Voici les grandes articulations de ce journal. En première ligne de cette édition, l'actualité économique. Une croissance économique de l'ordre de 3,8% à 4,1% entre 2024 et 2025 est prévue pour plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne. Décryptage en début de ce journal. Et puis, l'Afrique du Sud a décidé d'assigner en justice l'État hébreu pour génocide. Cette décision contestée par Israël est la résultante du conflit entre le Hamas et Israël dans la bande de Gaza. Sur le plan africain, les évêques du continent disent non à la bénédiction de couples homosexuels. Un communiqué a été produit depuis la capitale ghanéenne, Accra. Vous en connaîtrez les grandes lignes. Bienvenue à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur MTV+, pour une nouvelle session consacrée à l'actualité nationale et internationale. Commençons tout de suite par le chapitre économie. Je vous le disais en titre, plusieurs pays africains, principalement dans la partie subsaharienne du continent, vont se frotter les mains cette année 2024 sur le plan économique. On annonce déjà des taux de croissance qui oscillent entre 3,8% et 4,1%. Décryptage dans ce résumé. L'Afrique subsaharienne semble prête à amorcer une période de croissance économique robuste selon les récentes prévisions de la Banque mondiale publiées le 9 janvier 2024. Les chiffres de l'institution de Bretton Woods indiquent un rebond prometteur avec une prévision de croissance et une accélération de croissance de 4,1% en 2025. Les perspectives de croissance en Afrique subsaharienne sont très convenables par rapport aux autres pays du monde, aux autres continents. Donc ça veut dire que l'économie africaine est résiliente et qu'elle est dans une bonne dynamique. Par contre, pour les pressions inflationnistes, il faudra éviter que la paupérisation de la population africaine ne s'amplifie. Les trois principales économies de la région d'Afrique subsaharienne, dont le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Angola, semblent être confrontées à des défis qui pourraient les maintenir en deçà de la moyenne régionale. Quant aux pays les moins pourvus en ressources naturelles, ils devraient maintenir un taux de croissance supérieur à la moyenne régionale avec 5,4% en 2024 et 5,7% en 2025. Les perspectives de croissance sont bonnes, mais on appelle perspectives, ça veut dire qu'il y a une certaine possibilité de perturbation. Donc ces perturbations peuvent être des perturbations justement qui sont liées au contexte sécuritaire en Afrique. Ça veut dire que ces problèmes sont nés du mal-vivre des populations africaines. Il y a des potentialités de développement économique, mais les populations ne sont pas mises à contribution et puis tout est fait pour l'exportation. Donc ça sont des défis qu'il faudra relever. Alimenté par divers facteurs, notamment la baisse des pressions inflationnistes et l'assouplissement des conditions financières, les perspectives de croissance économique de la région subsaharienne d'Afrique offrent un regain d'espoir pour cette région qui a été confrontée à divers défis économiques. Toutefois, des risques tels que l'aggravation de l'instabilité politique, les perturbations du commerce mondial, les phénomènes météorologiques défavorables ou encore le ralentissement économique mondial planent sur les perspectives de croissance des pays d'Afrique subsaharienne en 2024 et 2025. Le Rwanda, un pays africain modèle, la renommée est également valable sur le plan du climat. Le Rwanda vient de mettre en route via une start-up révolutionnaire ce qu'on appelle la mobilité verte. On en sait plus dans ce reportage. Le Rwanda, reconnu comme un pionnier du transport durable lors de la COP28, est devenu un phare pour les initiatives respectueuses de l'environnement en Afrique. En perçant d'une start-up spécialisée dans la mobilité qui vise à promouvoir les transports électriques en Afrique de l'Est, est à la pointe de l'action. L'entreprise a dévoilé son projet de déploiement de 600 000 motos électriques à Kigali, la capitale du Rwanda, premier site de lancement, rejoint par Nairobi au Kenya et Kampala en Ouganda, marquant ainsi une avancée significative vers un avenir plus vert et plus efficace dans la région. Il y a des millions de motos à essence sur les routes. Notre objectif est de faire en sorte que dans quelques années, il n'y ait plus que des motos électriques en circulation. Nous avons investi massivement dans certains développements. Nous continuons à investir, par exemple, dans des logiciels. Nous avons nos propres cordes d'amplificateurs qui nous aident à gérer les stations d'échange, les batteries, et cela donne une confiance morale en nos produits.
Environ 60% des transports publics du Rwanda sont assurés par des motocyclettes, ce qui contribue à d'importantes émissions de carbone. Cette situation constitue une grave menace pour le Rwanda et l'Afrique de l'Est, car elle a un impact sur l'environnement et la santé publique. La région est confrontée à des défis tels que des conditions météorologiques imprévisibles et des menaces pour l'agriculture dues au changement climatique. Chaque moto permet d'économiser environ 2,5 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par jour. Donc si vous faites le calcul, lorsque nous en aurons fait 5 millions à travers l'Afrique, nous aurons économisé des émissions équivalentes à 12 millions de tonnes par an. Ce cycliste habitué des motos d'Ampersand souligne les avantages en termes de coûts associés aux motos électriques. Cela fait presque 3 ans que j'utilise les motos électriques d'Ampersand. Je dépense moins d'argent pour ces motos car la recharge électrique est moins chère que l'achat d'essence ou de carburant. Je dépense 2 000 francs au lieu de 5 000 francs rwandais pour charger ma batterie et pour 80 km. Depuis 4 ans, les motos de la société ont parcouru 180 millions de kilomètres au Rwanda et ont permis d'éviter 8 000 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre. L'actualité judiciaire est dominée par la plainte de l'Afrique du Sud qui vise l'État hébreu. Israël, cité devant la Cour internationale de justice aux Pays-Bas, à La Haye, précisément l'Afrique du Sud, accuse l'État hébreu de génocide dans le conflit qui l'oppose au mouvement du Hamas dans le conflit de la bande de Gaza. Explication tout de suite dans ce reportage. La première audience sur les poursuites pour génocide intenté par l'Afrique du Sud contre Israël s'est achevée ce jeudi à La Haye. Elle portait sur la présentation des arguments sur lesquels se fonde la plainte de Pretoria. Pour le ministre sud-africain de la Justice, la réponse d'Israël à l'attaque du Hamas est inappropriée. Aucune attaque armée sur le territoire d'un État, aussi grave soit-elle, même une attaque impliquant des crimes atroces, ne peut justifier ou défendre des violations de la Convention, que ce soit sur le plan juridique ou moral. La réponse d'Israël à l'attaque du 7 octobre 2023 a franchi cette ligne et a donné lieu à des violations de la Convention. Après avoir condamné l'offensive israélienne, le ministre sud-africain a appelé la Cour à vite réagir pour ne pas que le monde assiste à la disparition de l'État palestinien. Comme mentionné précédemment, la violence et la destruction en Palestine et en Israël n'ont pas commencé le 7 octobre. Les Palestiniens sont victimes d'oppression et de violences systématiques depuis 76 ans. Au moins depuis 2004. Israël continue d'exercer un contrôle sur l'espace aérien, les eaux territoriales, les frontières terrestres, l'électricité, les infrastructures ainsi que les principales fonctions gouvernementales. De plus, l'État hébreu a été accusé d'affamer les Gazaouis, d'empêcher la naissance des bébés. Pour les avocats sud-africains, tous ces actes revêtent un caractère génocidaire. Dans ce contexte, je me propose maintenant de démontrer à mon tour comment la conduite d'Israël viole les articles 2A, 2B, 2C et 2D de la Convention. 2C and 2D of the Convention. Le premier acte de génocide commis par Israël est le massacre des Palestiniens à Gaza, en violation de l'article 2A de la Convention sur le génocide. Et comme l'a expliqué le secrétaire général de l'ONU il y a 5 semaines, le nombre de meurtres commis par Israël est si élevé qu'il n'y a pas d'endroit sûr à Gaza. Israël a rejeté ces accusations. Pour Tel Aviv, l'Afrique du Sud a présenté la réalité à Gaza de manière déformée depuis le massacre du 7 octobre. Un mot de religion dans cette édition. Nous prenons la direction de la capitale ghanéenne, Accra, pour entendre ce communiqué des évêques africains. Vous le savez, le pape François a annoncé il y a un peu plus d'un mois la possibilité pour l'Église catholique de bénir les unions homosexuelles en dehors des textes de la liturgie. En Afrique, c'est une décision qui ne passe pas. Les évêques africains unanimes, solidaires, disent non à cette décision. Je vous propose de suivre ce communiqué qui a été publié depuis la capitale ghanéenne. Les églises d'Afrique disent non à la bénédiction des couples homosexuels.
Un communiqué publié jeudi à Accra au Ghana par Fridolin Mbongo, évêque de Kinshasa et président du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, rejette sur un ton ferme la proposition du Vatican. Ces bénédictions des couples homosexuels ne pourront pas se faire sur le continent sans s'exposer à des scandales, rétorque le communiqué. C'est la première fois que tous les évêques d'un continent rejettent publiquement une instruction romaine. Et comme si la position de l'Afrique devait en inquiéter plus d'un, l'évêque Fridolin Mbongo appelle les communautés chrétiennes d'Afrique à ne pas se laisser ébranler et rappelle que le pape François est opposé à toute forme de colonisation culturelle du continent. La réponse catégorique de l'Organisation des responsables catholiques du continent entache la réputation du Vatican. Pour certains, l'image du pape s'en trouverait même affaiblie. L'Église de Rome avait tenté d'expliquer sa déclaration baptisée Fiducia Supplicans, mais pour les évêques africains, le texte est trop subtil à comprendre par les gens simples. Toujours dans l'actualité africaine, un regain des tensions entre deux pays voisins, le Burundi et le Rwanda. Le Burundi a décidé d'expulser plusieurs ressortissants rwandais et a fermé toutes ses frontières avec le Rwanda. Explication dans ce reportage. Entre le Burundi et le Rwanda, les couteaux sont tirés. Les autorités burundaises ont annoncé jeudi la fermeture de toutes leurs frontières terrestres avec le Rwanda. Gitega reproche à Kigali de servir de base à ses ennemis. Dans la foulée, le ministre burundais de l'Intérieur a annoncé l'expulsion des ressortissants rwandais vivant sur leur territoire. Les autorités burundaises, le chef de l'État en tête, ont accusé fin 2023 le Rwanda de financer, armer, héberger et nourrir les rebelles burundais de Red Tabara, responsable selon Gitega de l'attaque qui a fait 20 morts à Gatumba, ville burundaise frontalière de la RDC. L'opposition burundaise déplore ces mesures alors que le Rwanda rejette les allégations de son voisin et regrette la fermeture des frontières qu'il qualifie de décision unilatérale. Cette nouvelle donne intervient environ une année après la réouverture des frontières entre les deux pays après cette année de fermeture. On termine avec cette réaction du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui répond à l'Afrique du Sud. Vous le savez, le pays de l'ex-dirigeant Nelson Mandela a décidé de porter plainte contre l'État hébreu dans le cadre du conflit qui l'oppose au Hamas. L'Afrique du Sud accuse l'État hébreu d'avoir commis un génocide dans la bande de Gaza. Réaction tout de suite de Benjamin Netanyahou qui qualifie l'Afrique du Sud d'une nation, je cite, hypocrite. L'Afrique du Sud était devant les juges de la Cour internationale de justice à La Haye aux Pays-Bas jeudi. Le ministre sud-africain de la Justice a présenté devant la plus haute juridiction des Nations Unies les arguments de son pays qui accuse Israël de génocide à l'encontre des Palestiniens de Gaza. Le monde assiste avec horreur au massacre d'hommes, de femmes et des enfants palestiniens, à leur bombardement et à leur ensevelissement sous les décombres de leurs maisons. On les a laissés mourir dans des hôpitaux dépourvus de ressources, ce qui a entraîné la mort de plus de 23 000 personnes par la destruction de maisons, d'écoles, d'hôpitaux, d'installations de traitement de l'eau et d'autres infrastructures publiques qui nuisent aux conditions de vie et sont calculées pour entraîner la destruction totale ou partielle des Palestiniens vivant dans la bande de Gaza. L'Afrique du Sud a condamné sans équivoque l'attaque du Hamas le 7 octobre et elle l'a également fait à l'État d'Israël, transmettant sa condamnation à l'action du Hamas le 7 octobre. Et l'Afrique du Sud a réitéré ici au tribunal que ces atrocités ne justifient aucune forme de génocide. Des arguments rejetés par le Premier ministre israélien. Benjamin Netanyahou a, dans une allocution à Tel Aviv, dénoncé ce qu'il considère comme l'hypocrisie sud-africaine. Quel monde tordu! Et ce sont les forces de défense d'Israël, l'armée la plus morale du monde, qui fait tout pour éviter de blesser les civils innocents qui est accusé de génocide par les représentants des monstres. L'hypocrisie de l'Afrique du Sud ne connaît pas de limite. Où était-elle lorsque des millions de personnes ont été assassinées et déplacées de leurs maisons en Syrie et au Yémen? Et par qui? Par les partenaires du Hamas. Monde tordu, où étiez-vous? Nous savons où nous sommes. Nous continuerons à combattre les terroristes.
Nous continuerons à repousser les mensonges, nous continuerons à maintenir notre juste droit à nous défendre jusqu'à une victoire décisive. Selon le ministre de la Santé de Gaza, les opérations militaires israéliennes dans l'enclave palestinienne ont fait plus de 23 000 morts. Et voilà, c'est sur cette bataille judiciaire entre l'Afrique du Sud et Israël que nous mettons un terme à ce journal. Ça a été un plaisir de nous inviter chez vous grâce à la magie de la télévision. Remerciement tout particulier à la jeune équipe technique qui m'a accompagné ce jour. Mohamed Ballo, Ulrich Kwasikan, Esther Dongo était en compagnie du réalisateur en cabine. Merci également à vous de votre aimable fidélité. Il me reste à vous souhaiter de passer une excellente semaine sur MTV+. Vous le savez, c'est la télé qui transforme.